Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres. Présidentielle de 2020 en Côte d'Ivoire, les grandes manœuvres ont commencé avec au cœur du débat politique la question des éventuels candidats au sein du RHDP. C'est l'actuel Premier ministre Amadou Gon Coulibaly qui a été désigné candidat. Le premier tour de l'élection est prévu le 31 octobre. Appui financier de la Banque mondiale à la Mauritanie, 52 millions de dollars pour renforcer la sécurité sociale et le combat contre la pauvreté. Les détails à suivre dans ce journal. Le Tchad entend miser sur les énergies renouvelables pour faire face à la faible électrification du pays. Des sociétés à l'instar de Sahel Solaire profitent d'un marché encore sous-exploité. Les réactions se succèdent après l'annonce du chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara de ne pas briguer un troisième mandat. Réaction notamment d'une partie de l'opposition qui salue cette annonce. Quoi qu'il en soit, depuis cette décision, tout se bouscule autour de l'élection présidentielle, notamment autour de ceux qui vont y prendre part. Siamle Victoria Sedji. C'est officiel. Le président Alassane Ouattara se retire de la présidentielle de 2020. La décision du 5 mars aura surpris tout le monde, mal appréciée par certains de ses partisans et proches collaborateurs. Elle a été par contre saluée chez une frange de l'opposition. Ces derniers mois, le climat politique s'était vivement échauffé. Quoique cette renonciation est un bon indicateur de stabilité, la meilleure façon de parvenir à la stabilité, ce sont des élections ouvertes et transparentes. Je milite pour le retrait des trois grands, comme je dis, Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo. La majeure partie des militants en Côte d'Ivoire sont prêts à se sacrifier pour ces trois. Et pour ces trois seulement, leur renonciation contribuerait à apaiser un peu le climat politique. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a rapidement été présenté le 12 mars comme candidat à la présidentielle du 31 octobre 2020 du RHDP, le parti au pouvoir. Ce dernier va-t-il finalement hériter des rivalités et de toutes les hostilités de son mentor Alassane Ouattara? Le chef de l'État, lui, s'est profondément réjoui du choix des militants. Évidemment, Amadou Gon Coulibaly va cristalliser les mécontentements au sein de son propre camp. Là, c'est vu déjà avec quelqu'un comme le ministre Albert Marcus Mabry, mais pas seulement au niveau de son propre camp, il va cristalliser les frustrations qui existaient déjà contre Ouattara. Avant la présidentielle, c'est la réforme de la CEI, Commission électorale indépendante, ou encore la révision constitutionnelle initiée par le chef de l'État qui divise. Le texte final de la révision constitutionnelle sera présenté le 12 mars 2020, puis entériné par les 2/3 des parlementaires pour être adopté. Face au RHDP, parti au pouvoir et majoritaire au Parlement, l'opposition crie au tripatouillage de la Constitution et dénonce un forcing de l'exécutif. La première réunion de contact Union africaine-Nations unies s'est tenue en République du Congo les 12 et 13 mars. Il a donc été question du règlement de la crise libyenne avec cette offensive déclenchée par le maréchal Khalifa Haftar depuis le mois d'avril 2019 et qui a fait plus d'1 millier de morts. Au conclave d'Oyo, le président de l'Union africaine, Cyril Ramaphosa, a appelé un cessez-le-feu. Reportage de notre envoyé spécial à Oyo, Deva Panzou, commenté par Viviane Baoken. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa appelle les partis opposés dans les combats en Libye à opter à un cessez-le-feu afin d'apporter une résolution de cette crise sans armes. Le président en exercice de l'Union africaine a exprimé au cours d'une interview accordée à Africa 24, en marge de la première réunion du groupe de contact de l'Union africaine sur la Libye, la nécessité de mettre en place un embargo sur les armes vers la Libye. Firstly, we want a ceasefire. Ceasefire must immediately. Nous voulons premièrement un cessez-le-feu. Ce cessez-le-feu doit être immédiatement mis en place afin que toutes les parties conviennent de cela. Ensuite, nous voulons que l'embargo sur les armes soit respecté, ce qui signifie que les pays qui apportent des armes en Libye doivent cesser de le faire. Countries that are bringing in weapons in Libya must desist from doing so. Le président Cyril Ramaphosa a dénoncé au cours de l'entretien accordé à la chaîne panafricaine Africa 24 l'ingérence des pays qui courtisent les richesses de la Libye. Le chef de l'État sud-africain a rappelé que le mandat sur silence des armes de l'Union africaine qui doit s'achever en 2020 est un processus qui nécessite plus de temps sans vouloir se dérober de l'objectif d'apporter la paix aux peuples africains. African Union decided years ago that
We must silence the gun. L'Union africaine a décidé il y a quelques années de faire taire les armes d'ici 2023. Je suis heureux d'être devenu le président de l'Union africaine, l'année où le thème est de faire taire les armes. Nous allons déployer des efforts communs dans des zones où se trouvent des conflits afin d'instaurer la paix. Nous avons déjà réussi avec le Soudan du Sud. Le président en exercice de l'Union africaine et ses homologues Denis Sassou Nguesso de la République du Congo et Idriss Déby Itno de la République du Tchad s'étaient réunis à Oyo afin de préparer la tenue en juillet 2020 de la conférence de réconciliation nationale interlibyenne. La Banque mondiale approuve un fonds en direction de la Mauritanie. Il s'agit d'une enveloppe de 52 millions de dollars en faveur de la lutte contre la pauvreté. Ce décaissement entend renforcer la sécurité sociale en donnant plus de moyens aux personnes vulnérables. Siam de Victoria Sedji, Ange Bijou Nomenio. La Banque mondiale a annoncé avoir approuvé en faveur de la Mauritanie 2 dons d'un montant global de 52 millions de dollars. L'institution souhaite aider le pays à lutter contre la pauvreté. Cet appui permettra d'améliorer l'efficacité et l'efficience du système national de filets sociaux adaptatifs. Selon un rapport de l'ONU datant de 2017, les 3/4 du pays vivent dans une extrême pauvreté. Il y a des institutions, il faut qu'elles fassent leur travail parce qu'ils ont des raisons de s'organiser pour produire de la richesse nationale et la distribuer de manière équitable. Il faut qu'ils changent des traditions, il faut qu'ils s'éloignent de l'ancien modèle de non-développement. En 2019, la croissance du produit intérieur brut réel mauritanien avait bondi à 6,7% contre 3,6% en 2018. La Mauritanie demeure pourtant à ce jour dans la catégorie des pays à faible développement humain. D'après le rapport mondial sur le développement humain de 2017, le pays occupe le 157e rang sur 188 pays. La croissance, c'est 2 choses, c'est l'augmentation du produit intérieur brut, mais c'est aussi sa répartition de manière équitable. Or, la répartition équitable, la Mauritanie gagnerait à ce qu'elle s'y attache de plus en plus, comme le Sénégal. L'appui de la Banque mondiale permettra d'élargir la couverture aux ménages pauvres et vulnérables par des transferts sociaux ciblés, et surtout pour les réfugiés et les communautés d'accueil. La Mauritanie accueille depuis plusieurs années une 50aine de milliers de réfugiés maliens ayant fui les hostilités dans leur pays. 600 000 tonnes de farine de blé. L'Office algérien interprofessionnel des céréales en a finalisé la demande d'achat auprès du marché international. Prix de la tonne, 226 à 227 $. Les expéditions se feront notamment à partir de l'Amérique du Sud. L'Algérie, gros importateur de blé. Chaque année, l'État importe jusqu'à 2,5 millions de tonnes des importations de produits céréaliers, dont le montant en 2019 a été de 2,7 milliards de dollars. Au Sénégal, le ministère des Finances se félicite du montant des ressources fiscales mobilisées au cours de l'année 2019. La Direction générale des impôts et des domaines a en effet récolté 1619 milliards de francs CFA de recettes sur un objectif de 1600,8 milliards de francs CFA. Les précisions d'Amenedji. Au Sénégal, la Direction générale des impôts et domaines a enregistré des performances évaluées à 1619 milliards 800 millions de francs CFA de recettes fiscales intérieures en 2019, soit une augmentation de plus de 278 milliards de francs CFA en glissement annuel. L'institution fonctionne dans une optique de mobilisation des ressources internes en faveur du financement des projets publics de l'État sénégalais pour la consolidation des revenus. Cette hausse s'explique en grande partie par une hausse des recettes budgétaires. Plus spécifiquement dans la mécanique d'une hausse d'impôt sur le revenu et des bénéfices de la TVA à l'import, de la TVA intérieure hors pétrole et des droits de douane. C'est parce que l'économie se porte bien avec un taux de croissance très positif au-delà de 6%. Sont estimés à plus de 14 098 milliards de francs CFA les besoins de financement pour la réalisation des divers projets entrant dans le cadre du plan Sénégal émergent. À noter que 60% des fonds sont attendus des recettes intérieures. On quitte le paradigme de dépendance à l'aide extérieure pour aller vers cette mobilisation des ressources intérieures. Et sur 4 leviers,
1. Les bénéfices potentiels sur les exploitations des ressources naturelles. 2. Le développement de la microfinance, tout ce qui est microcrédit, microassurance. En 3. Les fonds de garantie. Et en 4. L'accès au crédit bancaire. C'est sur ce point-là aussi, les pays comme les nôtres peuvent encore améliorer ce qui est en train d'être fait. Le Sénégal, dans l'espoir d'atteindre ses objectifs, mise sur la notion de la culture fiscale à tous les niveaux publics et privés. 1,2 milliard de personnes dans le monde n'ont pas accès à l'électricité et 50% d'entre elles vivent en Afrique subsaharienne. Au Sahel, l'avenir de l'électrification appartient notamment au solaire. C'est notamment le cas au Tchad, comme vous allez le voir dans ce reportage de notre correspondant Mamad Ramadan avec les commentaires de Marie-Colette Babasagana. Au Tchad, Sahel Solaire veut contribuer à l'amélioration d'accès aux énergies renouvelables. Dotée d'une usine de fabrication locale des panneaux solaires, la start-up profite de l'exonération des taxes sur les matériels d'exploitation des énergies renouvelables pour rendre accessibles les installations solaires aux ménages. L'entreprise compte ainsi aider les foyers ruraux à profiter des potentialités solaires du pays, estimées environ à 3250 heures de soleil par an, soit en moyenne 6 kWh par mètre carré et par jour. Nous avons vraiment de l'énergie en termes de solaire. Et pour ça, nous voyons que c'est vraiment un avantage absolu pour le Tchad. Du coup, nous avons saisi l'opportunité pour créer cette usine d'assemblage de panneaux solaires. Dans certaines villes du pays, le thermomètre tourne entre 35 et 40 degrés Celsius, à l'ombre même en saison pluvieuse. Des atouts sous-exploités par les ménages qui doutent encore de la qualité et de la puissance des panneaux solaires à générer des énergies suffisantes et en continu. Des préjugés que l'entreprise Sahel Solaire compte combattre par la qualité de ces panneaux solaires fabriqués localement. Donc notre qualité c'est classe A. Donc, il supporte le choc, il dirait au moins 25 ans sans problème. Et il supporte le changement du climat. Et les gens même, ils ont utilisé, ils ont dit, voilà, c'est bon, il n'y a pas de problème, ça donne bien. Et puis, l'autre, l'efficacité des panneaux, ça va nous donner jusqu'à 81%. Donc, ça, c'est la meilleure qualité possible. Pour rappel, le Tchad ambitionne de porter la part des énergies propres à 20% du mix énergétique d'ici 2030 et compte attirer les investisseurs privés dans ce secteur grâce à l'exonération complète des taxes sur les matériels d'exploitation des énergies renouvelables. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.